Des- Eh bien, bienvenue à toutes et tous à ce premier webinaire organisé cette année en partenariat avec le CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, en partenariat également avec le RTES, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Ce webinaire abordera plus spécifiquement comment mieux coopérer avec les associations. Il s'inscrit dans un cycle de 3 webinaires qui doivent permettre de coopérer entre collectivités et structures de l'économie sociale et solidaire. Les webinaires seront disponibles en replay sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet à la fin du coup de chaque webinaire, en tout cas quelques jours après. Et donc moi je vais me présenter, je suis Floriane Desilles, je suis chargée de mission sensibilisation à l'économie sociale et solidaire pour la CRES Bretagne, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on va avoir un premier temps dédié un petit peu aux fondamentaux sur la vie associative, pardon. Un second temps, plus d'approfondissement avec des présentations d'outils de soutien ou de coopération entre acteurs publics et associations. Et comme vous avez pu le voir en petit groupe, Gwendoline Conan et Yannick Bigouin du Mouvement Associatif Bretagne prendront du coup la parole à différents moments du webinaire. Et voilà globalement. Le webinaire donc, a été co-construit avec le Mouvement Associatif de Bretagne pour celui-ci. Et je vais du coup poursuivre en vous rappelant quelques petits points clés sur l'économie sociale et solidaire. N'hésitez pas, donc si vous souhaitez prendre la parole, à, comme je vous le disais tout à l'heure, mettre réaction, lever la main, et puis du coup, on prendra les prises de parole à la fin des petites présentations. Donc, vous présenter plus spécifiquement d'où je parle. Donc, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, c'est une association qui regroupe aujourd'hui à peu près 110 réseaux et organisations locales de l'économie sociale et solidaire, des fédérations, des structures d'économie sociale et solidaire. Il y a une CRES par région administrative et aujourd'hui, du coup, la CRES Bretagne regroupe 26 salariés. Et juste après, on va pouvoir donc vous présenter plus spécifiquement les structures qu'elles représentent. 2 rôles plus spécifiques, la sensibilisation, la promotion, comment faire connaître l'économie sociale et solidaire au quotidien, au rôle de plaidoyer notamment de la CRES, et puis un rôle plus de soutien à l'économie sociale et solidaire, aux structurations de filières, comme on peut le voir avec certains collègues qui organisent ce qu'on appelle des circulaires sur l'économie circulaire. Donc voilà. L'écosystème breton aujourd'hui est composé donc d'une chambre régionale, la CRES. Vous avez une coopérative d'éducation à l'entrepreneuriat collectif qui s'appelle le CRIC, qui développe notamment les coopératives jeunesse de service sur les territoires, les coopératives jeunes majeurs. Certaines d'entre vous ont déjà peut-être vu se développer ces CJS ou ces CGM sur leur territoire. C'est une coopérative à l'échelle régionale. Ensuite, vous avez pour chacun des départements un incubateur d'entreprises collectives. Donc voilà, vous retrouvez sur la carte le TAG 29, le TAG 22, TAG 56, TAG 35. Et puis enfin, pour terminer, les 19 pôles de développement de l'économie sociale et solidaire qui sont présents à l'échelle de chaque pays breton. Vous pouvez tout à fait vous appuyer sur eux pour développer des partenariats sur les territoires, être mis en réseau avec des structures de l'économie sociale et solidaire. Certains d'entre vous, j'imagine, sont déjà en relation avec le pôle de développement de leur territoire. C'est vraiment la porte d'entrée de développement de l'ESS sur chacun des territoires. Donc, ça nous paraissait important de représenter cette carte. Juste quelques éléments clés sur l'économie sociale et solidaire avant de rentrer plus dans le vif du sujet. L'économie sociale et solidaire s'inscrit dans la loi 2014, la loi Hamon, ce qui nous permet d'avoir vraiment un cadre légal qui reconnaît du coup l'économie sociale et solidaire et ses statuts. Dans la loi relative à l'ESS, l'économie sociale et solidaire est définie comme un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité. Vraiment, cette notion de mode d'entreprendre, c'est ce qui est au cœur de l'économie sociale et solidaire. Et puis, vous allez le voir juste après, c'est vrai, c'est présent dans tous les secteurs en fait, dans lesquels l'activité humaine peut être présente. Donc voilà, cette loi 2014,
Elle pose des principes, la finalité d'utilité sociale, la lucrativité limitée, la gestion démocratique, une personne égale une voix. Et surtout, elle pose les statuts qui sont reconnus dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. On y retrouve les associations qui vont être du coup le cœur du webinaire d'aujourd'hui, mais il y a également les coopératives, les mutuelles, les fondations, les sociétés commerciales de l'ESS qui vont du coup faire partie de l'économie sociale et solidaire. En Bretagne, ça représente 13 500 établissements employeurs, dont les 3/4 sont sous statut associatif. Ça représente 77% de structures qui sont sous statut associatif en Bretagne relevant de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà pour ce petit point de contexte. Et ensuite, peut-être plus un zoom là sur le poids de l'emploi associatif dans l'économie régionale. On se rend compte que du coup, les associations représentent 72% de l'emploi en ESS et on retrouve du coup principalement, alors on a mis quelques secteurs, mais évidemment qu'il y en a d'autres, les associations dans l'action sociale et médico-sociale, en santé, enseignement, formation, insertion, animation, culture, sport, environnement, etc. Ce qui fait que c'est aussi pour ça qu'on retrouve les associations en premier statut de l'économie sociale et solidaire en volume d'emploi. C'est également donc le statut le plus diversifié en termes de secteur d'activité. Vous retrouvez pour les coopératives, associations, fondations, entreprises sociales, les secteurs d'activité les plus prégnants pour chacun d'entre eux. En tout cas, voilà, ça vous donne un petit panorama de l'économie sociale et solidaire en Bretagne. Le PowerPoint qu'on vous diffuse aujourd'hui vous sera envoyé après le webinaire. Donc voilà, pas de souci, vous pourrez retrouver toutes ces informations dans le compte-rendu qu'on vous transmettra. Voilà pour cette partie-là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais passer la main donc à mes collègues Gwendoline Conan et Yannick Bigouin qui vont pouvoir peut-être se présenter avant de démarrer plus spécifiquement la suite. Est-ce que... Ouais, je vois qu'Yannick a ouvert son micro. Oui, bonjour et bonjour toutes et toutes les personnes que je n'ai pas vues en atelier. Donc, je m'appelle Yannick Bigouin, je suis délégué régional du mouvement associatif de Bretagne. On va développer un peu ce qu'est l'organisation tout à l'heure. Voilà, et donc, je suis avec ma collègue Gwendoline Conan, à qui je donne la parole. Bonjour à toutes et à tous, je suis Gwendoline Conan, je suis chargée de développement territorial au mouvement associatif de Bretagne. Et voilà, une de mes principales missions, c'est notamment d'accompagner les collectivités sur les questions de vie associative. Eh bien, merci à tous les deux. Je vous laisse prendre la suite donc, sur la présentation du mouvement associatif de Bretagne. Alors, le mouvement associatif de Bretagne a vocation à rassembler l'ensemble des coordinations et fédérations associatives. Le mouvement associatif est beaucoup organisé en fédérations et coordinations. Pas tout le monde, à peu près la moitié des 83 000 associations sont fédérées et coordonnées. Alors, vous connaissez peut-être ces mouvements, mais on va faire un petit tour. Il y a toute la dynamique de jeunesse, culture et éducation populaire par le CRAGEP, le Comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire, comme par exemple la Ligue de l'enseignement en Bretagne. Vous connaissez peut-être des organisations comme le CMEA, le CLCD, etc. Tout le secteur de l'environnement est assez organisé aussi dans notre région, avec France Nature Environnement, avec des grandes associations que vous connaissez peut-être, comme Bretagne Vivante, Eau et Rivières de Bretagne, choses comme ça. Le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne également, le secteur de l'éducation. Le monde du sport est très représenté en Bretagne, c'est une grande région sportive, il y a près de 10 000 associations, et donc ils sont fédérés, organisés par les CDOS, les comités départementaux olympiques et sportifs, et au niveau régional par le CROSS, Comité régional olympique et sportif. On fédère également toutes les associations nombre d'associations qui sont sur le thème de l'égalité et la défense des droits humains, comme tout ce qui touche à la défense, le FRCIDF, donc la Fédération régionale du centre d'information de défense des droits des femmes et des familles. Voilà, le planning familial que vous connaissez, je pense, inutile de vous présenter, et la Ligue des droits de l'homme. Spécificité aussi dans notre région, on a tout un secteur qui n'est pas une entrée thématique, mais plus une entrée territoriale, c'est-à-dire que les organisations associatives s'organisent par territoire de manière transversale, interfédérale. Par exemple, l'espace associatif de Quimper, pour les Finistériens doivent connaître, c'est une organisation assez puissante qui rassemble 800 associations en Cornouailles, à peu près l'équivalent pour le pays de Morlaix, qui s'appelle le RESAM. Voilà. Et en Bretagne, les étudiants sont aussi fédérés, les étudiants de l'UBO en particulier, sont fédérés de manière sur le campus, sur tous les secteurs d'études. Les associations étudiantes en géographie ou de médecine se réunissent dans une fédération qui s'appelle la FEDEB.
Voilà, donc, ils sont également adhérents chez nous. Le tourisme social est aussi structuré, organisé, avec les grands centres de vacances que vous connaissez, j'imagine, si vous êtes sur une zone touristique, voilà, par l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme. Gros employeur également, l'URIOPS, l'Union régionale des associations et des organisations sanitaires et sociales, sont fédérées et organisées dans l'URIOPS. Donc, les radios associatives, vous savez, il y a nombre de radios en Bretagne, et pour beaucoup sont sous statut associatif, sont fédérées dans une organisation qui s'appelle la Corlab. Ils sont également adhérents chez les associations familiales, l'URAF, qui sont après départementalisées en UDAF, l'Union régionale des associations familiales. Et enfin, tout ce qui touche à la culture bretonne sont aussi fédérés, structurés dans une organisation qui s'appelle Quévray-Braise. On a un nouvel adhérent depuis cette année qu'on n'a pas encore mis ici, c'est le mouvement associatif rennais. Voilà, je ne sais plus combien il y a exactement, mais autour de 800 associations fédérées sur la ville de Rennes et qui sont également dans le collège territorial. Donc, il y a aujourd'hui 7 plus 17, puisqu'il y a un nouvel adhérent réuni au sein du mouvement associatif et qui représente environ 45 000 associations affiliées sur... alors, c'est difficile de compter toujours mon associatif parce que souvent, les associations ne disent pas exactement quand elles s'arrêtent, mais on estime à 80-83 000 associations en Bretagne. Alors nous, ce qu'on fait, notre rôle, le mouvement associatif de Bretagne, c'est une organisation déjà qui existe dans toutes les régions administratives françaises, plus aussi un développement en Outre-mer. C'est de porter la voix des dynamiques associatives bretonnes, de les représenter, puisqu'elles ont besoin d'être représentées parfois dans les instances, hein, donc de les fédérer et les représenter. Donc, de développer une force associative utile et créative à l'échelle régionale, c'est vraiment l'idée de défendre le fait associatif pour ce qu'il est. Bon, voilà, la non-lucrativité, l'engagement bénévole, les fonds impartageables, enfin, la démocratie, tout ce qui pose les bases de la loi 1901. Et on est un lieu d'interlocuteur politique indépendant qui donc a diffusé les principes et les valeurs des associations. On est vraiment l'interlocuteur politique de l'État en région et du Conseil régional de Bretagne. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire mouvement au service de l'intérêt général, puisque le monde associatif de manière générale, pas tout le monde, mais une grande partie du monde associatif porte l'intérêt général tout autant que les collectivités locales ou les services publics. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, on a des petites vidéos et on a un site internet. Vous pouvez avoir plus de renseignements, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur le mouvement associatif de Bretagne. Il n'y a pas de questions pour le moment. Est-ce que je vous laisse poursuivre et je lance du coup le sondage? Oui. Alors, on fait en fait, on va faire un petit quiz, un petit jeu pour savoir si vous connaissez un peu le monde associatif en Bretagne. La première question qu'on vous pose, c'est pour vous, combien y a-t-il d'associations en Bretagne? Sauf que je viens de le dire, mais bon, vous pouvez y répondre. D'ailleurs, je n'ai pas mis exactement ce chiffre, hein, parce que les chiffres ne sont pas toujours très clairs, mais approximativement. Voilà, je vous laisse répondre. Alors, pour l'instant, on a du coup 8 personnes qui ont répondu. Je ne sais pas si vous voyez les réponses en direct. Non. Non, ok. On va attendre. Hop. Et là, vous voyez les réponses? Non. Alors, partagez les résultats. Voilà. Voilà, ben voilà. On est effectivement autour de 80 000 associations en Bretagne, plus ou moins, mais comme je vous l'ai dit, c'est toujours difficile à compter la vie associative, de compter le nombre d'associations, parce que autant les associations doivent se déclarer en préfecture, donc on a bien le chiffre, mais après, quand elles s'éteignent, quand elles s'endorment, quand même parfois elles disparaissent, eh bien, elles ne signalent pas nécessairement au service de l'État si elles ne sont plus là, quoi. Donc, on a parfois des chiffres un peu fous, quoi, mais on estime à peu près à ce chiffre. Voilà. Par contre, il y a un bon taux de création d'associations en Bretagne, il y a une vraie dynamique, hein. Il y a un data qui existe, qui a été fait, qui est sur notre site, où on voit exactement par EPCI le nombre d'associations. Ça peut être éclairant pour vous dans vos collectivités. On voit bien qu'il y a des dynamiques importantes dans certains coins de Bretagne. Et contrairement à ce qu'on peut penser, quand on ramène le nombre d'habitants, on voit bien que le monde rural est très investi pour le monde associatif et qui permet vraiment de développer des services auprès des populations. C'est très important pour la dynamique bretonne. Il y a à peu près 3400 nouvelles associations qui sont créées par an en Bretagne.
Il y a une question de Madame Colette Mouret. Ah. Oui, oui, j'aurais aimé savoir si vous avez la possibilité de nous fournir des données concernant justement les EPCI. Oui. Est-ce qu'on peut vous solliciter au niveau de votre mouvement pour vous demander si vous pourriez nous communiquer par intercommunalité le nombre d'assos, Oui, on a ça. On a ça sur notre... ainsi que le secteur sur lequel ils interviennent. Alors, on n'a pas le secteur. On n'a pas le secteur, mais on a un data qui date maintenant d'il y a 2 ans, où on a pour la première fois effectivement identifié le nombre d'associations par EPCI. Ok, et du coup, pour l'obtenir, on vous contacte, Écoutez, peut-être quand je vais donner le lien à Floriane, et puis elle pourra mettre ça dans le diaporama qui vous sera fourni. C'est pas, on peut faire comme ça. Il y est déjà. Il y est déjà, oui. Il y est déjà en dernière partie, voilà, on a une petite partie ressources, bibliographie, et puis je vous mets dans le chat aussi le lien. Après, voilà, vous aurez juste le chiffre par EPCI. Après, en effet, on a aussi un tableau Excel par EPCI qu'on pourra aussi vous fournir si ça vous intéresse par mail. Avec le nom des assos, du coup? Avec le nom? Oui, la non, nomination. Non, on n'a pas les noms des associations. Ça, il faut se on aura le nombre, quoi. Ouais, ça, il faut se rapprocher du registre national des associations qui est géré par la préfecture pour ça. D'accord, très bien. Merci à vous. Un lien vers notre site qui vous amène vers cette publication, justement. Merci à vous. Que vous aurez aussi en ressources, du coup, dans le diaporama. D'accord. Et puis, j'ajouterai, du coup, dans le diaporama, les mails de Yannick et de Gwendoline pour que vous puissiez les contacter au besoin en fonction des questions que vous avez après le webinaire. D'accord. Merci. Je suis sur la prochaine question. Alors, on continue notre petit quiz. Pour vous, selon vous, combien y a-t-il d'associations employeuses en Bretagne? 8 600, 20 437, 38 353 ou 52 929? Je ne vous l'ai pas dit là, ce coup-là. Vous ne pouvez pas tricher. Alors, c'est en train de répondre. Les réponses sont assez variées. Et je pense qu'on a à peu près tout le monde. Ouais. Et je pense que je viens de partager les résultats. La majorité, enfin 6 personnes du coup sur 12 ont noté 20 437 et à chaque fois il y a 2 personnes pour les autres. Très bien, tu peux passer là. Voilà, en fait il y en a moins que vous ne pensez peut-être. Il y a à peu près en fait moins de 10 000, en tout cas 8 600, mais ça évolue, mais associations employeuses en Bretagne. Les plus gros employeurs sont, vous imaginez bien, le secteur sanitaire et social, hein, qui est un gros employeur en Bretagne, mais aussi tout le secteur du tourisme, de l'éducation populaire, hein, qui sont des gros employeurs. C'est 13% des associations bretonnes sont employeuses. Donc, c'est un gros fournisseur d'emploi hein, dans notre région. Mais vous voyez le ratio, hein, il y a à peu près 90% des associations qui ne sont pas employeuses en Bretagne, quoi. Donc, il y a une force bénévole aussi derrière, importante. Est-ce que vous avez des questions, des besoins de compléments? Bon, ça a été posé un petit peu au fur et à mesure, mais en tout cas, n'hésitez pas. Je ne vois pas de main levée pour le moment. Ah si, Madame Jossom Magui, je vous laisse prendre la parole. Oui, moi j'ai une question. J'ai assisté il y a moins de 10 jours à une réunion organisée par la région Bretagne, justement, qui recensait aussi le nombre d'associations par EPCI. Comment vous travaillez justement avec ces services de la région? Est-ce qu'il y a un lien entre vous? Vous étiez à Pontivy, à la réunion avec des EPCI? Oui, Ouais, bon, oui. on était là aussi. Hein, D'accord. Voilà, on était sur la table ronde avec Thierry, mon président, et puis Karine, ma collègue. D'accord, ok. Oui. Ok, très bien. Donc, on est en lien toujours direct avec les services du conseil régional sur plein d'actions voilà, diverses et variées, autant sur les dispositifs que sur l'observation. D'accord, ok. Très bien, merci. Peut-être juste pour compléter, en effet, on a une feuille de route commune sur les questions de vie associative avec le Conseil régional de Bretagne et les services de l'État, la DRAGES, voilà, avec qui on a des chantiers, notamment un sur l'observation, là sur le lien qu'on vous a envoyé, mais aussi sur la structuration de l'accompagnement à la vie associative avec notamment le réseau Guidasso là, qui commence à s'installer en Bretagne. Donc voilà, qu'on coporte du coup
avec ces services-là. Donc, on travaille voilà, étroitement en Ok. lien avec voilà, les acteurs que vous avez pu voir à Pontivy, mais aussi les services de l'État. Et voilà, on co-organise aussi tous les 3 ans les assises régionales de la vie associative. Voilà, la prochaine édition sera en 2024. Donc, voilà. Enfin, faut pas aussi hésiter. Voilà, il y a eu 2 éditions déjà, mais voilà, on a plusieurs chantiers en commun là-dessus. Merci. Eh bien, je vous propose qu'on poursuive plutôt sur les approfondissements sur les associations. Je crois qu'on va poursuivre le petit jeu et je vous laisse, Yannick ou Gwendoline, la parole. Alors, oui, je vais continuer si vous voulez bien. Et selon vous, il faut être au moins 3 pour créer une association? C'est une question. Voilà, oui ou non? Et je partage les résultats. La majorité a répondu non. Oui, parce qu'il y avait un petit piège. Voilà, si tu veux passer à la Ah oui, pardon. Là. En fait, il faut être 2. À 2, on peut créer une association, c'est tout simple. La loi 101 est une vraiment loi de liberté. Le législateur à l'époque avait créé une possibilité de s'organiser à 2 personnes. L'association est la convention donc, par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Ça, c'est essentiel dans une association. Voilà. Elle est régie dans sa validité par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. Donc, ça fait partie des grandes lois de liberté de la Troisième République avec la loi des syndicats, la loi des coopératives, la liberté de la presse, etc. C'est une loi qui est toujours vraiment, qui a ouvert de grandes perspectives en termes de démocratie locale et d'organisation sur nos territoires jusqu'à aujourd'hui. Et cette question, juste pour rajouter, on l'a posée parce que souvent dans les idées reçues qu'on entend sur les associations, c'est qu'il faut être 3 parce qu'on a souvent en tête un président, un trésorier, un secrétaire, ce qui n'est pas une obligation, du coup, dans aussi bien comment une association s'organise que, voilà, il suffit juste d'être 2. Et ce n'est pas obligé d'avoir forcément ces 3 fonctions-là dans une association. Nouvelle question, une association doit-elle se déclarer à la préfecture? Oui ou non? Je partage les résultats. À l'unanimité, les personnes ont répondu oui. Eh bien, pas nécessairement. On peut aussi être une association de fait. Alors, effectivement, on a beaucoup moins de droits et d'obligations, enfin, de possibilités dans une association de fait, mais on peut être considéré comme une association quand on n'est pas déclaré en préfecture. Effectivement, si on veut évoluer et tout simplement même louer une salle, voilà, de manière très pratique, il vaut mieux se déclarer. Mais la loi 901, les associations de personnes pourront se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles se joueront de la capacité juridique que si elles sont conformes aux dispositions de l'article 5. La base d'une association, pour revenir à ça, c'est, enfin la base même de l'économie sociale et de mon association en particulier, c'est la fameuse une personne, une voix. Contrairement à des entreprises de l'économie marchande, ce n'est pas une personne, une voix, c'est celui qui a le plus de capitaux qui a le pouvoir, alors que dans une association ou dans une coopérative, par exemple, c'est une personne qui a une voix et donc c'est les règles démocratiques de base. Tu veux rajouter quelque chose, Gwendoline, peut-être? Oui, après, c'était aussi de se dire, parce que souvent, de plus en plus, notamment chez les jeunes, il y a des collectifs informels. Alors, on les appelle comme ça, mais finalement, c'est aussi des associations. Et souvent, en fait, c'est souvent des volontés de ne pas se structurer officiellement en association, mais de fonctionner quand même. Et souvent, ils sont en lien avec des associations déclarées, justement, pour pouvoir avoir accès à des salles ou ce genre de choses. Mais ce qui n'empêche pas que c'est des acteurs avec qui on peut collaborer également, en fait. Et là, pour le coup, pour les recenser, dans les chiffres qu'on vous a présentés précédemment, ils n'y sont pas parce que, bon, ils sont impossibles à recenser. Mais voilà, je sais que certaines collectivités travaillent aussi, voilà, avec des collectifs informels qui sont sur leur territoire.
Une association, une nouvelle question, donc, une association peut-elle faire des bénéfices? Les réponses sont un petit peu plus partagées. Je viens de les afficher. 8 personnes pour le oui, 3 personnes pour le non. Alors effectivement, dans une association, on ne parle pas normalement de bénéfices, c'est plutôt un terme utilisé dans le privé lucratif, mais on parle d'excédents. On peut avoir des excédents. Oui, on peut faire, non, mais ce n'est pas parce que c'est un but non lucratif qu'on ne peut pas faire des excédents. Voilà. Puisque avoir un but autre que de partager des bénéfices, par contre, on ne peut pas se partager les bénéfices, évidemment, entre administrateurs, entre membres de l'association, c'est totalement interdit. L'activité de l'association ne doit pas enrichir directement ou indirectement l'un de ses membres. On préconise qu'il puisse y avoir un fonds de roulement de 6 mois, comme souvent dans toute organisation, hein, pour avoir des fonds solides pour se développer. Et puis une association peut avoir une diversité de ressources, elle doit avoir plein de choses. D'abord, la force bénévole, les gens qui donnent du temps, ça c'est aussi une ressource majeure. Des recettes, on peut développer des activités de toutes sortes. Hein. Il y a plein de possibilités pour. Enfin, vous connaissez bien ça, j'imagine. Vous voyez plein d'associations autour de vous qui développent des activités et qui font du fonds propre. Une association peut demander des subventions publiques à tout niveau, voilà, autant des services de l'État que des collectivités les plus proches. Et donc, ça forme souvent un modèle hybride des différentes ressources qui fondent, voilà, le développement économique de l'association. Mais une association peut faire des excédents, pour reprendre ce terme qui est plutôt utilisé dans l'initiative que bénéfice. Autre question, une association peut-elle payer des impôts? Et là encore, les réponses sont un peu plus mitigées, même s'il y a une forte, un petit peu plus de personnes, 9 personnes tout de même, ouais, qui ont répondu oui, et 2 personnes qui ont répondu non. Oui, effectivement, une association peut payer des impôts, c'est tout à fait possible. En principe, une association est non lucrative, donc elle n'est pas soumise à aucune imposition. Elle n'est ni sujettie à la TVA, ni à l'impôt sur les sociétés, ni à la contribution économique. Mais on peut vérifier effectivement de manière claire si elle doit ou pas payer des impôts. Là, on a un petit tableau. Si l'association est en concurrence avec une entreprise, si oui, donc elle peut être fiscalisée. Il peut y avoir même avoir des parties de l'association qui sont fiscalisées. Dans ce cadre-là, on regarde la fameuse règle des 4 P sur le public, le produit, le prix et la publicité. C'est ce que les services de l'État regardent, les services des impôts regardent. Si l'association a des conditions similaires à une entreprise, elle peut être tout à fait imposable. Voilà. Donc, et par contre, si elle ne l'est pas, voilà, elle n'est pas imposable. Donc là, on peut demander au service de l'État si on rentre ou pas en concurrence, on peut dire, avec une entreprise. Donc, dans le public, si c'est le cas, si ça couvre un besoin suffisamment pris en compte sur le marché. Sur le produit, est-ce qu'il est spécifique ou est-ce qu'il y a des entreprises privées qui sont en concurrence? Sur le prix, est-ce qu'il est adapté en fonction du public? Et sur la publicité, est-ce que c'est une simple information ou une démarche commerciale? Une démarche commerciale, là, on est vraiment dans une concurrence avec le monde privé, donc ça peut être fiscalisé. Et dernière question, si je ne me trompe pas. Alors, si vous êtes... alors, je pense qu'on a une élue ou peut-être plus dans le groupe et puis des agents des collectivités. Peut-être la question a été, souvent c'est dans la presse, liée aux élus qui sont dans une association ou pas. La question souvent est posée, est-ce qu'un ou une maire peut être adhérent d'une association? Et du coup, tout le monde a répondu oui. Effectivement, hop là. Oui, bien sûr, madame le maire peut être membre d'une association, mais il y a des risques. Surtout quand les élus sont dans l'exécutif d'une association, dans le bureau ou dans le CA. Il y a des risques de délit de favoritisme, de prise illégale d'intérêt.
Voilà, des risques financiers sur ce qu'on appelle la gestion de fait, c'est-à-dire qu'on est des deux côtés, on est du côté qui reçoit des subventions publiques possibles et du côté de l'exécution d'une association. Donc, il vaut mieux éviter que le maire soit président d'une association et de l'autre côté, il verse une subvention pour l'association pour laquelle il est président. Il vaut mieux même éviter qu'un conseil municipal soit dans l'exécutif d'une association. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, je suis également élu d'une collectivité du Finistère, dont on parlera tout à l'heure. Et dans ma collectivité, ce qu'on fait, c'est que chaque fois que les subventions passent, on demande s'il y a des membres du conseil municipal qui sont membres d'une association, et quand il y a le vote aux subventions, ils quittent le conseil municipal pour éviter tout conflit d'intérêts possible, quoi. Donc, c'est regarder de très près, là, dernièrement, par les services de l'État. Il y a eu des cas de jurisprudence, donc il faut faire assez attention à ça quand il y a des votes des subventions pour les associations, de bien séparer les choses. Mais de toute manière, il vaut mieux éviter qu'un maire soit président d'une association qu'il subventionne. Alors, on a fait le tour du quiz. Je vous remercie pour votre grande participation. J'espère que vous avez appris des choses. Vous dire aussi qu'aujourd'hui, les associations font face à plusieurs évolutions, à plusieurs problématiques dont on va un petit peu faire le tour. D'abord, une problématique de renouvellement des gouvernances. On voit bien on manque de cadres associatifs, d'ailleurs peut-être un peu plus depuis la crise Covid. Autant il y a un vrai engagement encore, il y a une vraie dynamique, en particulier chez les jeunes, contrairement à ce qu'on peut penser, les jeunes s'engagent beaucoup, de manière différente qu'auparavant, mais ils s'engagent toujours. Mais on a un souci de prise de responsabilité dans le monde associatif. Il manque de cadres. Et voilà, sans doute parce que l'évolution du travail, l'évolution de la vie, voilà, des choses comme ça font qu'il y a un problème de renouvellement des gouvernances. Il y a aussi dans le monde associatif une multiplication des contrôles, suivi, évaluation, ce qu'on peut appeler une inflation administrative. Donc ça nécessite une forme de professionnalisation. Le monde associatif s'est professionnalisé depuis les années 60-70 avec différents diplômes, etc. Donc il y a un développement accru de la professionnalisation du monde associatif, mais aussi derrière tout un contrôle et un suivi de plus en plus accru. Il y a également des formes de marchandisation de l'activité associative. Il y a parfois un recours aux appels à projets qui mettent en concurrence les associations entre elles. Nous, on défend plutôt des CPO, des conventions pluriannuelles objectives, des choses plus cadrées que l'appel à projet, qui fait que souvent les associations sont plutôt mal par rapport à ça, et donc une certaine concurrence qui s'installe, et aussi avec le monde marchand. Et une transformation de l'action publique marquée par des réformes ayant incidence sur les relations avec les associations avec les décideurs publics. Effectivement, il y a parfois, alors peut-être c'est un petit peu un grand mot, mais une forme d'instrumentalisation du fait associatif, c'est-à-dire que la collectivité, plutôt que créer un service public ou autre, va mandater une association, et elle est plutôt là au service de la collectivité, alors que le fait associatif, c'est d'abord, ça émane du territoire, des gens qui s'organisent collectivement pour répondre à besoins sociaux ou sociétals, quoi. Donc il y a parfois une dérive du fait associatif de la part de certaines collectivités, pas tout le monde bien sûr. Et puis, surtout depuis la crise Covid, il y a une vraie transition numérique qui est en cours, pas totalement appropriée. Nous, on travaille en ce moment avec un projet qui s'appelle Transfo Asso pour une appropriation du numérique au service des associations de terrain pour avoir de meilleures relations entre administrateurs et salariés, par exemple, ou autres. Voilà, je fais un petit volet, mais Gwénoline, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas, hein. Est-ce qu'il y a des questions, des besoins d'éclaircissement, des compléments? N'hésitez pas, c'est le moment avant qu'on passe à la suite. Ah, je crois qu'il y a une main levée de Madame Lucas. Oui, je réagissais par rapport à ce que vous avez indiqué dans les appels à projets. Et du coup, bon, nous on le constate aussi, hein, dans les associations. Je pense particulièrement aux associations, je pense aux associations culturelles et artistiques en particulier. Mais est-ce qu'on a un levier par rapport à ça pour que les institutions, je pense au conseil régional ou l'État même, pour revenir, parce qu'à une époque c'était plus développé, pour revenir justement à des
des systèmes de conventions pluriannuelles ou des choses comme ça qui permettraient aux associations de ne pas être tout le temps dans ces démarches, hein, de toujours répondre à des appels à projets, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'appel à projet devient quasi systématique. Donc, nous, on dénonce pas mal voilà, ce système, voilà, autant des services de l'État même, et puis du conseil régional. Après, ce sont des choix politiques, donc là, je ne peux pas trop m'engager, mais c'est l'idée vraiment de, plutôt que faire des appels à projets, de passer des accords, donc des espèces de dialogues avec la vie associative qui répond à des besoins sociaux et sociétaux. On se met d'accord, ce sont deux rencontres, deux projets politiques, un projet politique d'une association qui se rencontre avec un projet politique d'une collectivité, et ils se mettent d'accord sur une CPO, effectivement, comme vous dites, une convention pluriannuelle d'objectifs, c'est-à-dire pendant 3 ans, voire plus longtemps, voire 6 ans, hein, ça peut le faire. On se dit, ben voilà, nous, on va faire ça sur le territoire, et vous, en contrepartie, vous nous aidez à telle hauteur. Et ça sécurise le monde associatif. Donc, du coup, il peut vraiment se consacrer à son projet et non pas courir des appels à projets tous les ans, hein. C'est ça l'idée, quand même, parce qu'effectivement, c'est la course à l'échalote à chaque fois. Il y a une insécurité totale. On ne sait pas exactement combien on va avoir l'année prochaine. Donc, on ne peut pas vraiment développer son projet vraiment de plein pot, quoi. Mais ça, nous, on fait de notre côté tout ce qu'on peut pour éviter qu'il y ait des appels à projets. Et parfois, c'est peine perdue, on n'y arrive pas nécessairement. Mais néanmoins, je vois bien que quelques collectivités, on pourra en parler tout à l'heure, dans la mienne, on essaie de faire au mieux pour pouvoir faire, voilà, sécuriser sur plusieurs années la vie associative. Mais je ne peux pas vous répondre clairement à cette question, puisque ça dépend des collectivités. Si c'est une commune, une interco ou au-delà, hein, je pense que le choix politique le meilleur, effectivement, n'est pas l'appel à projet, parce que des deux côtés, c'est aussi un regard de la collectivité sur l'initiative qui est celui d'abord de la prestation de service. Et ce n'est pas dans le sens inné de l'association au départ d'être vraiment sur répondre aux besoins d'une collectivité par un appel à projet. Enfin, je suis désolé, c'est peut-être ma réponse est un peu floue, mais c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Gwénoline, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas non plus, hein. Juste peut-être pour ajouter en complément, même l'État se rend compte qu'aussi au niveau de l'instruction, en fait, que des appels à projets, c'est aussi très lourd. Alors, souvent, c'est un moyen en effet d'utiliser les enveloppes, mais même là, sur le fonds de développement de la vie associative, sur la formation des bénévoles, on en reparlera un peu plus tout à l'heure. Mais du coup, l'État a aussi fait le choix d'aller plutôt sur des conventions pluriannuelles d'objectifs. Voilà, même c'était des appels à projets récurrents tous les ans, et en fait, l'instruction et alors qu'on se rend compte que voilà, quand c'est des appels à projets récurrents tous les ans, finalement, on va retrouver les mêmes structures qui vont refaire un dossier tous les ans. Donc c'est vrai que quand on est dans des habitudes de fonctionnement comme ça, où on voit que c'est les mêmes associations qui répondent tous les ans, finalement, c'est peut-être à ce moment-là aussi qu'il faut se dire, voilà, est-ce que peut-être c'est une partie de l'enveloppe de cet appel à projet qui peut être fait en CPO, parce que de toute façon, enfin voilà, nous, on a participé à des études là-dessus, notamment sur le fonds de développement de la vie associative, sur la formation des bénévoles, mais aussi sur le fonctionnement et l'innovation. Et on voit bien qu'il y a une vraie récurrence, en fait, des associations, et sur les territoires, c'est la même chose. Donc, c'est aussi de prendre le temps, je pense, à des moments de faire voilà, une petite rétrospective sur voilà, cet appel à projet. Il a 3, 4, 5 ans, finalement, d'aller regarder qui sont les associations qui répondent, est-ce que c'est les mêmes, quel est le pourcentage des régulières, et à ce moment-là, voilà, d'aller proposer des CPO aussi, en fait. Et ça fait aussi moins de temps de travail et d'instruction pour les agents. Enfin, c'est une vraie réalité, quoi, hein. Parce que c'est lourd à gérer aussi, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la suite? Non, ça a l'air bon. Du coup, on va passer à une phase de présentation un peu plus d'outils de soutien à la vie associative. Et je pense que je passe la main à Gwendoline, si je ne me trompe pas. Oui, on peut faire ça. Là, c'était voilà, plutôt avant de rentrer dans les outils de soutien, c'était un peu des rappels, mais on en a déjà parlé un peu tout à l'heure. Yannick l'évoquait.
qu'en effet, l'intérêt général, il est porté par les pouvoirs publics, hein, mais aussi par les associations. Et sur les territoires, ça se vérifie assez bien. C'est aussi pour ça voilà, que nous, on prône vraiment la coopération entre associations et collectivités. Euh, L'intérêt général, en sachant que voilà, ce n'est pas une notion vraiment définie par la loi, parce que voilà, souvent on dit une association d'intérêt général, mais en fait, il n'y a pas forcément de loi qui encadre ça. Euh, Même si voilà, il y a l'intérêt général, c'est reconnu d'un point de vue fiscal, on l'a vu tout à l'heure par le respect de la règle des 4 P. Donc voilà, l'intérêt général, on peut le retrouver là. Par l'administration fiscale, mais on n'a pas une reconnaissance comme l'utilité publique, par exemple, qui là concerne que finalement plutôt des associations nationales qui font souvent des campagnes de collecte de fonds et qui ont du coup des comptes aussi à la Banque de France, ce qui permet à ces associations-là de prélever directement les donateurs, ce qui concerne finalement très très peu d'associations, puisque ça concerne que des associations nationales et que 1,23% des associations. Donc, c'est très, très peu cette reconnaissance d'utilité publique. Et voilà, en sachant que l'intérêt général, il n'y a pas de reconnaissance en tant que telle et de papier délivré, mis à part voilà, le fait qu'elle ne soit pas fiscalisée, quoi. Donc après, sur le voilà, pourquoi coopérer ensemble, il y a vraiment cette question de faire société ensemble. C'est vrai qu'on voit bien que les associations sont aussi, ont un vrai regard et une vraie veille sur les besoins de la population et que les collectivités ont aussi besoin de ce regard-là pour avancer ensemble. Donc voilà, on est de plus en plus dans des projets aussi qu'on construit. Et voilà, nous, c'est une articulation entre politique publique et projets associatifs, ce qui permet aussi voilà, de mener des projets de territoire voilà, qui ont du sens aussi, parce que les associations font aussi beaucoup de diagnostics, souvent en lien avec les collectivités, mais pas que. Enfin, voilà, quand il y a des diagnostics partagés sur les territoires, on voit bien que les besoins se croisent et que les réponses peuvent être co-portées ou en tous les cas co-réfléchies, quoi. Donc voilà, là, on va vous présenter ensuite quelques... N'hésitez pas à nous couper ou à partager à des moments aussi vos expériences, parce qu'on n'est pas très nombreux, donc on peut aussi se le permettre, en fait. Tout à fait. Là, je vois qu'il y a Madame Jessica Valois qui vient de lever la main. Oui. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur le respect de la règle des 4 P? Pour moi, c'est un petit peu flou. Qu'est-ce qu'elle... Est-ce que tu peux revenir, du coup, Floriane, plus en amont que celle-là? Parce que notre schéma est assez bien fait. Là, voilà. Je ne sais pas si on peut zoomer un petit peu. Donc là, c'est vraiment, en fait, c'est au niveau de l'administration fiscale hein, que ça se fait, du coup, comment on va dire, cette instruction. Oui. Pour savoir justement, en fait, est-ce que l'association est en concurrence avec une entreprise? On va prendre par exemple un club de sport. De plus en plus, il y a, voilà, on prend un exemple précis, il y a des salles de sport type l'Orange Bleu, voilà, qui émergent sur les territoires. Est-ce que du coup, une association qui propose un cours de stretching à côté, elle est en concurrence avec l'Orange Bleu? Et en fait, c'est 4 P, donc c'est produit public, prix, publicité. L'administration fiscale, elle va regarder est-ce que le prix proposé par voilà, cette association des cours de stretching, elle met en concurrence l'Orange Bleu. Est-ce que le public visé, il y a une mise en concurrence ou pas? Et c'est vrai que les associations, souvent, il y a des adhésions et il y a des subventions publiques, donc elles permettent en fait d'avoir un prix qui n'est pas le même que l'entreprise, mais aussi parce qu'elle a une intention en fait d'aller toucher tous les publics et notamment les publics défavorisés qui peut-être n'ont pas les moyens d'aller à l'Orange Bleu, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une étude. Et en termes de publicité, voilà, c'est aussi quelle part du budget est consacrée à la promotion des activités qui sont proposées et sur le produit qui est proposé, où là, voilà, peut-être on aura des cours de yoga, de stretching, de tennis dans une même association. Donc c'est vraiment voilà, une évaluation de l'administration fiscale sur ces 4 P-là. Je ne sais pas si l'exemple que j'ai pris vous éclaire un petit peu, mais on peut avoir la même chose aussi sur, bon, Yannick présentera un exemple aussi tout à l'heure plus précis sur des questions de centres de loisirs et de centres de vacances où, voilà, en fait, il y a aussi ça. Parfois, un camping va proposer un centre de loisirs, mais il y a déjà un centre de loisirs sur le territoire. Voilà, est-ce qu'il y a une mise en concurrence si le camping est privé, ce qui n'est pas toujours le cas non plus, hein, mais
Donc voilà, c'est vraiment Et à ce niveau-là, et c'est l'administration fiscale souvent qui convoque plutôt l'association pour aller aussi bien comprendre ce qu'elle fait. Ok, donc l'association, en fait, peut mettre en concurrence une entreprise, en fait, c'est ça. Et si elle met en concurrence une entreprise, elle peut être imposable. Ouais, alors C'est ça. il y a beaucoup d'associations qui font la formation aussi aujourd'hui, et qui du coup, sur leur activité de formation, sont soumises à l'impôt. D'accord. Parce que du coup, elles sont en concurrence avec des écoles privées sur certains domaines de formation, en fait. Et il y a, voilà, il y a et Yannick le disait tout à l'heure, ça peut être voilà, une association qui a différents champs d'activité, et elle a un de ces champs d'activité, du coup, qui est imposable. D'accord. Est-ce Voilà. qu'on a un rôle de... Est-ce que vous ou nous, d'ailleurs, avons un rôle de prévention par rapport à ça? Parce que, par exemple, je vois, moi, dans ma collectivité, on a des associations, par exemple, de danse, mais enfin, on estime que ce sont des associations qui sont déguisées parce qu'elles ont été créées, en fait, par le professeur lui-même, qui se salarie, et on a du mal à distinguer est-ce que c'est vraiment une association de loi 1901 ou il y a un abus quelque part de, de, de mise en place, plutôt que d'être indépendant, ils choisissent de se mettre en association, et on est à la limite, en fait, de cette mise en concurrence quelque part. Ils ont certains avantages à être en association plutôt que d'être indépendant, de par les Oui, salles qu'on leur prête, etc. c'est assez classique, hein, effectivement, moi, j'ai ça sur ma collectivité aussi, qu'un enseignant crée son association pour créer son activité. Voilà, mais ça reste une association loi 1901. D'accord. Après, il y a une prise de risque de leur part, hein, mais parfois, il faut regarder de près. Il faut regarder de près s'il y a une vraie assemblée générale, si les gens se réunissent bien une fois par an, si les fonds sont bien partageables, enfin, s'il n'y a pas d'impact, mais non, ce n'est pas le cas. Mais c'est tout à fait possible, en quelque sorte. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, la loi 1901, c'est vraiment une grande loi liberté, quoi. On a la chance d'avoir ça dans ce pays, hein, s'il n'y a pas ça partout en Europe. Ça répond vraiment aux besoins sociaux et sociétaux. Et parfois, on peut dire, je ne sais pas si on peut appeler ça des dérives, mais en tout cas, bon, ce sont souvent des personnes seules qui s'organisent et qui arrivent à mobiliser quand même des gens autour d'eux, autour d'un projet, qui arrivent à créer leur emploi autour de ça. Moi, on ne peut pas faire nécessairement des procès d'intention parce que parfois, il y a une évolution dans mon initiative. Des fois, moi, effectivement, en tant qu'élu, avec ma casquette élu, je regarde aussi de près parfois comment la vie démocratique se fait dans son association. Donc, je demande le rapport de l'Assemblée générale, je regarde bien de près s'il y a eu du monde. Et puis, c'est la base. L'AG se réunit au moins une fois par an, quoi. Voilà. Et puis, moi, je ne suis pas les services de l'État, donc l'association, elle prend parfois des risques si elle ne suit pas la règle des 4P. Parfois, ça passe, mais bon, alors, en tant qu'élu local ou d'agent de la collectivité, c'est de mettre en garde et de prévenir, quoi, de dire est-ce que vous appliquez la règle des 4P ou pas, c'est-à-dire que vous répondez bien aux besoins sociaux et sociétal, vous avez un produit spécifique, vos prix, comment s'ils sont bien adaptés. Après, s'ils veulent un rescrit fiscal, parfois ils demandent un rescrit fiscal pour déduction des impôts des adhérents, par exemple. Là, les services de l'État regardent de plus près, quoi, s'ils sont mis en concurrence ou pas. S'ils peuvent être mis en concurrence ou pas, quoi. Voilà. Mais il y a tellement d'associations que souvent, quand même, les services de l'État n'ont pas vraiment le temps de regarder de trop près de tout ce qui se fait, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question. Mais Oui, c'est merci. vraiment, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Je redescends du coup le PowerPoint. Mais n'hésitez pas, parce qu'en effet, c'est souvent une question qu'on nous pose là-dessus, parce que voilà, le format de la loi 1901 est tellement souple que du coup, en effet, on peut tout imaginer. Et dans ces cas-là, voilà, il y a des questions de statut qui se posent aussi. Juste pour compléter, du coup, ça arrive souvent que des fois, il y a des projets qui arrivent et que le statut associatif est aussi parfois un peu utilisé en phase de test, j'ai envie de dire, parce qu'il est très simple et très facile à monter. Et ça peut être pour un projet collectif, hein, mais qui gardera peut-être pas un statut d'association. Et dans ces cas-là,
enfin, voilà, faut pas hésiter en tous les cas à renvoyer vers les pôles aussi qui peuvent accompagner dans les territoires sur ces questions-là de quel est le statut adapté ou à des fédérations, des acteurs de l'accompagnement à la vie associative qui peuvent aussi voilà, accompagner sur ces questions. Voilà, des fois, quel est le statut adéquat voilà, quand c'est du projet collectif, le statut associatif a du sens. Quand c'est du projet individuel, en effet, ça pose question, quoi. C'est vraiment, nous, en tous les cas, un critère qu'on se fixe quoi, sur ces genres de choses, est-ce que c'est vraiment un projet collectif qu'il y a derrière ou c'est juste, en effet, un peu un statut déguisé d'auto-entrepreneur, quoi? Est-ce qu'il y a une vraie vie collective derrière et donc une AG? C'est voilà, sur ça, en fait, qu'on peut aller voir. Merci Gwendoline. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Non, ça a l'air bon. Je descends le fil du Ouais. PowerPoint. Alors là, voilà, c'était plutôt un petit temps aussi parce qu'on se rend compte aussi le fait de travailler avec les collectivités que au niveau des termes, parfois, on parle beaucoup de co-construction en ce moment et que finalement, la co-construction, c'est très engageant aussi bien pour les associations que pour les collectivités. Donc du coup, voilà, c'était juste aussi de remettre un peu de contexte et de théorie. Je ne l'ai pas mis ça, mais voilà, c'est une échelle que nous, on a retravaillée à partir de l'échelle de Hart et Einstein sur les différents niveaux de participation, où nous, voilà, on travaille beaucoup avec les collectivités là-dessus, avec voilà, ces différents niveaux de participation-là, notamment sur les collaborations associations-collectivités. Et où on se dit que dans une démarche où on va co-construire ou faire un diagnostic partagé, on peut avoir aussi différents niveaux, mais c'est aussi très important d'être transparent au niveau de la collectivité vis-à-vis des associations, de à quel niveau on se situe selon ce qui est proposé. Alors, il y a des niveaux d'information où là, voilà, on va transmettre une information, par exemple une réunion publique, on va transmettre une information transparente et actuelle, voilà, pour qu'il y ait une meilleure compréhension et explication souvent d'une décision qui est déjà prise. Mais bon, là aussi, la réunion publique peut marcher. Ça peut être aussi l'occasion quand même de récolter des avis. Donc là, on est plutôt dans de la consultation ou quand on fait des enquêtes, on est dans de la consultation, on va recueillir des avis, des idées sur des sujets quand même en général assez précis qui va permettre de construire des argumentaires, de voir des tendances et ça va aider à la prise de décision. Il y a aussi le niveau de concertation où là, du coup, on est voilà, sur un projet qui est défini, mais il y a une argumentation et une participation active des associations de la collectivité, alors des habitants aussi, hein, parfois, hein, avec des échanges d'arguments et des points de vue aussi sur les réalités des uns et des autres sur un sujet, des propositions, afin d'alimenter la prise de décision. Mais là, il y a pas... Et sur la co-construction, on est sur la prise de décision partagée, alors qui n'est pas évidente à mettre en œuvre non plus. Mais on est bien voilà, sur un processus de coopération voilà, entre différents acteurs sur un pied d'égalité, dans un but commun qui conduit voilà, à une prise de décision partagée, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une validation par des instances après aussi au niveau des collectivités. Mais en fait, voilà, on tenait à vous montrer ces différentes échelles parce que voilà, le terme de co-construction est énormément utilisé aujourd'hui et souvent, du coup, dans co-construction, finalement, ce qu'il y a derrière, c'est aussi codécision et en général, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est aussi voilà, d'être transparente sur les processus participatifs qui sont mis en place. Voilà. Nous, on trouve ça aussi important et aussi pour les associations parce que souvent, il y a pas, il y a rarement, bon ça existe là, du coup, mais il y a rarement, une instance sur une collectivité qui va représenter la voix des associations. Au niveau de la région en Bretagne, nous, on a un peu ce rôle-là, mais voilà, c'est rare sur une collectivité et du coup, souvent, on est face à une pluralité, une diversité d'associations, ce qui est une bonne chose, hein, mais voilà, c'est du coup pas évident en termes de prise de décision. Je crois qu'il y avait une question. Ouais, on a une prise de parole de Madame Elena Rocco. Merci pour la clarification de ces termes. Je pense que les mots sont ultra importants. Et donc, du coup, dans la notion de démarche participative, donc, où ça situe, enfin, est-ce que ça, si on travaille que au niveau information,
est-ce qu'on est déjà dans une démarche participative avec les associations et les habitants en général ou pas? Là, on ne reprend pas toute l'échelle de la participation, mais en vrai, dans l'échelle de la participation, là, nous, on ne l'a pas mis, mais il y a même des niveaux de désinformation volontaire. Et donc, ça veut dire que, voilà, dans l'échelle de la participation là, que je vous évoque, là, on a repris des niveaux, mais oui, dans de l'information, en fait, c'est déjà de la participation. Mais D'accord, ok. où on va dire que finalement, les associations ou les habitants ne sont pas vraiment acteurs. Là, quand on transmet juste une information, ça peut être aussi, par exemple, on reçoit dans un courrier, bon, vous allez avoir des travaux dans la rue à côté de chez vous. On est dans de l'information, on informe. Là, l'habitant qui reçoit ça, il n'est pas acteur, en fait. Je pense que Mais donc, on devient oui, vraiment mais du coup, acteur. Mais dans ouais. une démarche participative, en fait, c'est souvent Mmh. dans une démarche participative, on a différentes activités parce que c'est des processus qui sont un Oui. peu longs. Et donc, l'information en fait partie, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, finalement, d'un point de vue vraiment de la définition, si une collectivité territoriale se fixe comme objectif sur un projet territorial donné, inscrit dans ce projet territorial donné la notion de participation citoyenne, là, pour le coup, ou voilà, et que dans la mise en place de ce projet-là, c'est difficile de trouver les bons mots justement, mais elle fait uniquement, enfin, elle se limite à informer les associations, informer les habitants ou à récolter de l'information de leur part. Elle est dans une démarche, enfin, d'un point de vue de la définition objective en quelque sorte, elle est dans une démarche de participation. Ouais, mais après, c'est intéressant de fixer le niveau, quoi. Parce que du coup, vous pouvez être. Mais c'est aussi d'être très transparent vis-à-vis des habitants et des associations en disant on va faire de l'information et de la consultation, on n'ira pas plus loin. Ouais. Mais tout ça, Parce que c'est de oui, la participation. Les 4 niveaux, on est dans de la participation, alors plus ou moins active, du coup, quoi. Mais c'est du coup d'avoir cette transparence, de se dire, là, aujourd'hui, comment on le fait? Non, on ne dépassera pas le niveau de la consultation. La prise de décision nous appartient. On prend vos avis, mais voilà. Parce que c'est un échange du coup qu'on retrouve beaucoup entre élus et habitants et secteurs associatifs, où justement les secteurs associatifs voilà, disent c'est écrit en plus sur votre projet que vous êtes censé faire ça avec une démarche participative, et pourtant voilà, on n'est que dans de la consultation. Donc je trouve ça intéressant, effectivement, encore une fois, qu'on ait des définitions posées, objectives, et qui sont issues certainement voilà, de recherches, et que du coup qu'on puisse clarifier les choses voilà, entre peut-être tous. que ce qu'il faut que je rajoute, parce que là, du coup, c'est nous qui l'avons construit ça. D'accord. Mais qui est basé, du coup, peut-être qu'il faudrait que je le mette aussi dans les ressources sur l'échelle de la participation citoyenne, du coup, de vraiment vous mettre la référence de la théorie, qui est une échelle, qui est un dessin, mais je vous remettrai le lien. Et là, nous, on l'a adapté plutôt à la coopération association-collectivité. Et qui, du coup, ça a du sens, en fait. Enfin, voilà, les phrases que voilà, parce que sur l'échelle de la participation, c'est aussi sur la participation des enfants qui ne collent pas toujours. Là, du coup, on est vraiment sur la participation association-collectivité. Et moi, j'ai envie de vous dire, voilà, n'hésitez pas à réutiliser ça, justement, en se disant, voilà. Et nous, en accompagnant les collectivités, on dit dans des processus, du coup, de participation. Et on dit, voilà, sur certaines réunions, on est dans de la consultation, sur d'autres, on est dans de la concertation, et puis sur d'autres, on est dans de la co-construction. Donc voilà, c'est aussi de se fixer, d'aller qualifier en fait les différentes activités dans votre démarche qui sont proposées. Mais c'est très important, en plus ça va rassurer tout le monde en fait au final, parce que aussi certains élus vont être rassurés. Des fois certains élus peuvent avoir peur du mot participation, alors que effectivement c'est ce que demande le milieu associatif, et que peut-être que juste l'information ou la consultation effectivement leur suffisent en fait. Ça, c'est en effet. Souvent on s'arrête. Il faut que le débat soit ouvert en tous les cas. Ouais, c'est ça. Merci. On a également une question de Madame Lucas. Oui, non, moi, ce n'était pas une question, c'était vraiment pour insister sur ce que vient de dire Gwendoline. Moi, c'est le cœur de mes missions, la participation, donc on travaille beaucoup là-dessus. Et effectivement, en plus, le terme participatif est devenu un peu une tarte à la crème, donc il faut faire très, très attention. Et le fait d'être hyper précis
sur le type de relation qu'on engage avec les associations ou les habitants et les habitantes. Et il faut y revenir tout le temps, parce que sinon, effectivement, on crée des sacrées frustrations. Et ce qui est super important, c'est effectivement cette notion de prise de décision, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que dans la co-construction, ce qui est relativement rare, hein, parce que c'est long, enfin, je veux dire, pour le faire vraiment sérieusement, ça engage toute une méthodologie de travail, etc. Mais il faut vraiment être très clair et avec les associations et avec les habitants et les habitants d'une commune ou d'une interco les prises de décision, les 3/4 du temps reviennent effectivement à l'équipe, à l'équipe municipale ou voilà. Et je le dis parce que voilà, nous on est une équipe qui est arrivée il y a 3 ans. Et on a mis très vite on a mis très vite la participation dans le jeu de relations avec les assos et avec les habitants et les habitantes. Et au départ, par manque de précision, eh bien, on a eu des retours de bâton qui ont créé beaucoup plus de frustration qu'en fait que d'ouverture. Donc, on est très, très, très vigilant et vigilante aujourd'hui par rapport à ça. Merci pour ce complément. Il y a également Monsieur Arnaud Tani qui a levé la main pour une question ou un complément. Ouais, c'était un peu une question parce que c'est vrai qu'on a un territoire qui commence depuis quelques années à mettre en œuvre des méthodologies de participation comme ça, alors à différents niveaux et auprès de différents acteurs, entre autres les entreprises, les habitants et les assos. Autant sur des démarches sur des démarches auprès des associations, on n'a pas eu tellement de mal à mobiliser. Je trouve que c'est des acteurs qui se sont mobilisés assez bien. Pour les entreprises, sur certains sujets, c'est pareil. Par contre, c'est vrai que ma question était plutôt à destination des habitants. On a des projets en ce moment de tiers-lieux et qui sont accompagnés, entre autres, par la collectivité. Des tiers-lieux dont les porteurs de projets veulent absolument avoir une adhésion forte et surtout, là, pour le coup, une co-construction avec les habitants. Et là, on a constaté des taux de participation qui sont un peu décevantes. Qui sont un peu décevants, pardon, pour être tout à fait honnête. Et c'est vrai qu'on a du mal, malgré l'utilisation de beaucoup de canaux de mobilisation, à faire venir et à faire participer les... Alors en fait, quand c'est un questionnaire, ça ne pose pas tellement de problèmes, mais dès qu'on est sur des ateliers de co-construction, sur des ateliers où il faut vraiment travailler en fait autour d'une proposition concrète, on a eu beaucoup de mal à mobiliser. Donc voilà, c'était plutôt une question de savoir s'il y avait des retours d'expérience sur des façons d'intéresser et d'accroître la mobilisation, entre autres, des habitants. Je vous propose juste, je ne vais pas répondre directement à la question, parce qu'en effet, sur les questions de mobilisation, il y a plein de choses à imaginer. Je ne sais pas si c'est des retours d'expérience. Nous, on est plutôt sur la thématique association collectivité, mais c'est qu'on avance parce que du coup, voilà, je vois l'heure. Après, en général, souvent, la convivialité fait venir quand même. Nous, juste s'il faut une réponse, la convivialité fait venir, en fait. C'est vrai que juste venir pour une réunion, aujourd'hui, c'est compliqué de mobiliser les habitants là-dessus, alors que quand il y a du pratique, c'est aussi de se dire, soit il y a quelque chose d'un peu festif, soit de plus en plus, les collectivités se lancent dans des chantiers participatifs aussi, en se disant, je sais pas, on rénove un truc en terre, et du coup, on va aller aussi apprendre quelque chose. Et en même temps, ça n'empêche pas que il y a un temps quand même d'atelier prévu ça. Mais en tous les cas, de plus en plus, il faut du concret pour faire venir, en fait. Juste si c'est et de la convivialité en général. Quand il y a un coup à boire, les gens viennent quand même. C'est aussi une réalité qu'on retrouve avec les associations, hein. Et c'est aussi important en vrai. C'est aussi une sorte de reconnaissance qu'il y a un pot qui est offert. C'est une sorte de reconnaissance de oui, on prend en compte en fait. Et concernant les retours d'expérience, on a eu l'année dernière un webinaire sur les tiers-lieux qui est en replay sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Donc, ça peut aussi permettre de voir un peu comment certains tiers-lieux ont fonctionné, comment ils ont réussi à mobiliser autour de
la création d'un tiers-lieu, pardon. Et on était vraiment sur des tiers-lieux qui étaient présentés, qui ont allié l'implication d'une collectivité et l'application d'acteurs de l'ESS sur le territoire. Et donc voilà, en tout cas, ça peut être une piste pour aller creuser un petit peu plus. Et puis vraiment sur la question des tiers-lieux, il y a Bretagne Tiers-Lieux qui est une association régionale que vous pouvez aussi solliciter. Et s'il y a besoin, je pourrais tout à fait vous donner leurs coordonnées. On poursuit, puisqu'en effet, leur file. Voilà, sur les outils de soutien du coup direct, on a donc du coup la convention que vous devez tous connaître, mais une convention, on est bien donc du coup dans un projet des actions d'initiative, mais voilà, la convention fait qu'on est bien partenaire et pas prestataire, et où finalement voilà, c'est le projet de la collectivité, le projet de l'association qui se rencontrent sur certains sujets. Mais voilà, à des moments, ça ne veut pas dire que des prises de parole de l'association sont forcément dans raccord avec la collectivité. Mais en tous les cas, voilà, sur certaines actions, il y a une rencontre. Donc, il y a des moyens qui sont attribués là, du coup, pour la contribution à l'intérêt général. Souvent, quand il y a convention, il y a subvention, mais ça peut être aussi des conventions de mise à disposition de personnel ou ce genre de choses. Voilà, ne peuvent pas subventionner voilà, des activités concurrentielles. Donc là, on est du coup sur la règle des 4P du coup, qu'on a déjà évoquée, même si voilà, il y a quelques exceptions. Et ce qu'on vous disait, alors c'est vrai qu'on dit CPO sur la convention pluriannuelle d'objectifs qui a une durée, ça peut être 3, 6 ans, ça dépend. Mais voilà, qui est encadré aussi là, donc sur une loi de 2015 par rapport aux relations entre pouvoir public et associations. Où souvent, voilà, il y a des préambules qui permettent de poser ce qui est partagé par l'association et par la collectivité. Donc voilà, ça, c'est des outils. Tu peux avancer, Floriane ? Voilà, sur les subventions, c'est vrai que nous, on conseille souvent d'utiliser le CERFA, qui est un outil de l'État plutôt, mais qui permet aussi à l'association d'avoir un document qu'il connaît, et parce que voilà, en fonction des associations, elles sont souvent confrontées à remplir une quantité de dossiers qui est différent à chaque interlocuteur. Donc, c'est quand même assez lourd en vrai, surtout quand c'est des associations que de bénévoles. Donc, c'est vrai que le CERFA, là, finalement, les associations le connaissent. Et il a été adopté aussi par certaines collectivités. Donc, voilà, nous, on conseille d'utiliser celui-là, qui est accessible. Enfin, là, du coup, c'est un lien cliquable aussi que vous avez, voilà, qui est mis en œuvre maintenant par tous les services de l'État, donc les ministères, qui permet d'inspirer, mais même les collectivités peuvent l'utiliser aussi, en fait, et qui permet vraiment cette distinction entre le budget global de l'association, souvent à N-1, et le budget de l'action soutenue. Et il y a même un modèle de CERFA pour le compte rendu aussi financier, une fois que l'activité est finalisée. Donc voilà, quand les associations connaissent déjà ça, voilà, ça évite aussi d'avoir un nouveau cadre à chaque demande. Des fois, pour un même projet, une association, elle va jusqu'à faire 5-6 demandes voilà, pour un même projet. Alors, pas forcément la même activité, mais elle sait bien aussi qu'elle arrive rarement à atteindre tout ce que le projet, tout ce qu'elle a besoin. Donc, voilà, souvent, la réalité, c'est qu'il faut réduire la voilure du projet parce qu'on n'arrive pas à avoir les financements escomptés. Donc, voilà, nous, c'est un conseil qu'on donne d'utiliser en tous les cas ces cadres-là. Merci Gwendoline, et on va prendre un exemple un petit peu plus précis. Je vais laisser Yannick du coup prendre la parole sur l'exemple de Plouguerneau. Alors, je change de casquette. Je suis plus délégué régional du mouvement associatif de Bretagne, mais je suis élu municipal à Plouguerneau, commune du Nord-Finistère, 80 associations, 6700 habitants. De manière très pratique, ce n'est pas un exemple, mais c'est vraiment pour vous dire ce qu'on fait. Il y a des choses de mieux ailleurs, mais néanmoins, ça pourrait vous donner quelques idées, autant du côté collectivité que élu. Déjà, dans une collectivité, c'est important d'avoir un agent dédié et un élu pour répondre aux demandes des assos. C'est la base, je trouve, autant sur des demandes très pratiques de salles, de soutien pour faire les dossiers de subvention, voilà, de ressources. C'est aussi important, c'est ce qu'on fait, des temps fédératifs forts. C'est-à-dire qu'on réunit plusieurs fois par an toutes les associations sur des problématiques qui peuvent être communes.
sur la communication, sur le budget, et on peut leur demander qu'est-ce que vous avez besoin en termes de formation. Et là, on peut mettre en place des formations avec des acteurs de l'accompagnement de la vie associative qui peuvent nous accompagner là-dessus. Nous, on a fait des formations sur, sur les budgets, pas mal sur la com, des choses comme ça. Ces formations créent de l'interassociatif, on peut dire comme ça. Et c'est ça l'objet, c'est que les associations se connaissent entre elles, elles créent des projets ensemble. C'est vraiment, pour mon avis, vraiment un objectif important. Nous, ça a produit, par exemple, bientôt, la semaine prochaine, la fête du sport, c'est-à-dire plusieurs associations sportives se réunissent et vont faire du sport ensemble, montrer leurs activités, avoir des challenges, etc., des choses comme ça. Mettre en valeur aussi l'engagement des bénévoles, c'est pas rien, les gens qui s'engagent pour l'intérêt général et pour le bien commun. Donc, les mettre en valeur de toutes les manières possibles. Ça peut être des portraits dans la revue municipale, des choses comme ça, pour montrer à voir ce que font les associations et ce que font les bénévoles dans le monde associatif. Alors, il y a le classique forum des assos que vous avez sans doute dans votre collectivité, c'est-à-dire qu'une fois par an, il y a des stands, c'est le lieu des inscriptions à la rentrée le plus souvent. Mais on peut aller au-delà du forum, on peut aussi avoir des temps forts lors de ce forum, prendre un peu de hauteur, parce que souvent les associations ont le nez dans le guidon et ne pensent qu'à leur objet, mais il faut aussi qu'elles se disent mais qui on est, qu'est-ce qu'on porte comme valeur. Donc aussi on peut les faire réfléchir là-dessus, on peut faire intervenir des grands témoins, des gens qui ont un peu de distance par rapport à ça. L'idée de passer des CPO, donc comme on vient de dire, nous on passe... Dans ma collectivité, on passe des conventions pluriannuelles d'objectifs pour des associations qu'on considère qui portent vraiment l'intérêt général. C'est par exemple la SNSM, qui est quand même une association importante. Donc, c'est l'idée de pouvoir sécuriser la subvention, c'est-à-dire qu'on négocie une subvention sur 3 ans. Ils ont la garantie de les avoir. Il y a moins de tracasseries administratives, donc le dossier est allégé. Et puis, on se voit au moins une fois par an, pour faire le point, comment s'est passée votre année, quels sont vos besoins, etc., des choses comme ça. On peut également mettre dans le CPO des indicateurs, des deux côtés, enfin des indicateurs du côté associatif au moins, pour leur dire qu'est-ce que vous allez faire, quels sont vos critères, voilà. Et puis, dans ma collectivité, ça ne s'est pas beaucoup fait, mais on a mis en place un service d'intérêt économique général, en 2 mots, mais je pourrais vous envoyer une fiche un peu technique là-dessus, puisque c'est parfois un peu complexe. Il y a l'association Famille Rurale, que vous connaissez peut-être, qui gère chez nous l'accueil de loisirs. Et il y a une règle européenne qui s'appelle la règle des minimis, qui dit qu'au-delà de 200 000 €, pas uniquement numéraire, mais aussi en support locaux, etc., flux, si ça dépasse 200 000 €, la mise en concurrence est obligatoire. C'est une règle européenne qui doit être appliquée. Et on ne souhaitait pas du tout qu'il y ait une mise en concurrence sur ce champ. Et on peut sortir de cette règle en passant un fameux siècle et en mettant en valeur la mise à disposition de ce qu'on donne à la famille rurale par ce dispositif. Ça sécurise le monde associatif, ça fait sortir le champ de la concurrence. Et c'est un vrai choix politique aussi de dire, voilà une association qui, depuis déjà, je crois, 40 ans, porte un projet d'intérêt général et on sécurise autant les locaux, parce qu'on met à disposition un local, on met aussi à disposition une agent pour le ménage, par exemple, et puis on leur donne une grosse subvention. Voilà, ça doit passer en conseil municipal. Là, nous, c'était assez simple parce qu'on a pu prouver l'ancienneté du service sur le territoire avant même que la collectivité s'intéresse à ça. Mais faut bien, c'est plutôt pour les grosses collectivités, j'imagine, mais qui peuvent avoir des subventions qui dépassent les 200 000 €. Donc, il faut bien faire attention à ça sur la règle des minimis. Mais je mettrai en ressources. Je donnerai à Floriane la fiche technique qui avait été faite par le pôle de l'ESSEC du Pays de Brest, où ça détaille un peu tout ce qui a été fait autour du siège. Donc voilà, je détaille un petit peu, c'est une large concertation préalable des acteurs, délibération pour sanctuariser la mission de service public de l'association. Ça octroie donc des droits spéciaux aux opérateurs et ça mandate ces opérateurs sociaux, avec des obligations de service public explicites et des compensations de coûts. Voilà. Peut-être que... Pardon.
Pardon, j'allais dire sur le SIEG, on a réalisé à la CRES une fiche dédiée sur le sujet que vous retrouverez sur notre site, et à la toute fin du webinaire, il y aura un petit temps sur les ressources. Donc voilà, dans le PowerPoint, il y aura des liens sur lesquels vous pourrez aller cliquer quand vous le recevrez pour justement aller plus en profondeur sur le sujet. Et on poursuit du coup? Oui. Alors, les outils, l'idée, c'est vraiment quand on est élu ou agent, c'est en tout cas, c'est vraiment de pouvoir fédérer, rassembler, créer de l'interconnaissance et entre associations, donc le fameux forum, je voulais détailler, mais faire des rencontres pour créer l'interconnaissance, les valoriser, se questionner collectivement, par exemple, on va aussi faire des enquêtes auprès du monde associatif, de quoi vous avez besoin, quelles sont vos demandes, quelles sont vos problématiques. Et vraiment, pour moi, mais c'est vraiment mon point de vue d'élu local, c'est pouvoir créer des manifestations par plusieurs associations, qu'elles se fédèrent autour d'un événement. Ça, c'est important. Déjà, ça crée une vraie dynamique territoriale. Et puis, après, on peut aller plus loin sur la mutualisation, par exemple, de manière très pratique, je sais pas, de salles, d'outils, enfin des choses qui peuvent se prêter entre associations pour se renforcer entre elles. Il y a également donc les locaux, le matériel dont j'ai parlé. Et puis parfois, quand il y a de l'emploi, peut-être que vous avez entendu parler des groupements d'employeurs associatifs, c'est-à-dire qu'une association n'arrive pas à créer un emploi, mais voudrait en créer, mais elle veut créer un cartan, mais c'est très compliqué de créer un cartan. Donc elle peut se fédérer avec d'autres associations au sein d'un groupement d'employeurs. C'est-à-dire que le groupement d'employeurs salarie directement l'association et rassemble les différents employeurs et peut faire des temps complets ou presque du complet pour pouvoir vraiment créer un emploi. C'est-à-dire la personne se déplace dans les différentes associations, mais à un seul employeur. Donc, il y a différents GE associatifs qui existent en Bretagne qui peuvent rejoindre pour créer on peut dire, du bon emploi, plutôt que d'emploi précaire. Voilà. Donc, différents outils de valorisation. Donc, je vous le redis, vraiment, c'est important à notre point de vue de valoriser l'engagement associatif, des portraits de bénévoles. On peut faire des prix du bénévolat. Moi, je l'ai fait il y a quelques années, c'est-à-dire qu'on demande aux associations, voilà, quel bénévole vous souhaiterez mettre en valeur, et puis on fait un petit diplôme, une cérémonie, un pot à la mairie. Tout ça, ça coûte pas cher, et c'est la reconnaissance vraiment sur l'engagement. Former les bénévoles, donc au niveau régional, on gère un portail qui s'appelle formation-bénévole.bzh, où n'hésitez pas à diffuser ce portail, où on essaye de montrer à voir tout ce qui peut exister en termes de formation pour les bénévoles en Bretagne. C'est-à-dire qu'un bénévole de votre territoire peut aussi se déplacer en Bretagne et participer à d'autres formations ailleurs. Il y a de tout vraiment en termes de formation qui existe sur le portail. En sachant qu'il est aussi ouvert aux collectivités qui parfois proposent des formations. On a quelques collectivités qui proposent des formations ou qui gèrent des maisons des associations, par exemple, qui du coup publient aussi sur le portail. Je vous le mets en chat aussi, mais voilà, il est vraiment ouvert à tous les bénévoles bretons. Donc, faut pas hésiter en tous les cas aussi à communiquer dessus. Et nous, on a aussi des affiches, si vous voulez le mettre dans votre service vie associative de votre commune ou votre collectivité. Voilà, on a aussi des outils pour promouvoir ce portail. Promouvoir l'engagement des jeunes, voilà, il y a la possibilité de créer un conseil municipal des jeunes, de permettre la création de junior associations pour les mineurs. Donc voilà, valoriser et puis promouvoir l'engagement des plus jeunes sur le territoire. Et puis, dans certains territoires de Bretagne, il y a une cartographie. C'est important, on en parlait tout à l'heure, de savoir le nombre d'associations, où elles sont implantées, ce qu'elles font. Donc, le Pays de Morlaix, par le RESAM, donc la Fédération des associations territoriales du Pays de Morlaix, a créé par exemple une cartographie, on vous a mis le lien. Alors, un petit mot sur Guidasso. Guidasso, c'est une refonte du dispositif d'accompagnement de la vie associative en Bretagne. On avait repéré depuis quelques années par différentes études que c'était un peu le maquis, pour dire un peu le terme utilisé par l'étude César, par exemple, de fin 2017. Personne ne s'y retrouvait plus entre les PAVA, les points d'appui à la vie associative et d'autres organisations comme les Maya. Voilà. Donc, avec les services de l'État en région, la DRAGES, et nous-mêmes,
on est en train de refondre totalement, et le conseil régional aussi qui travaille avec nous, on est en train de refondre toute la chaîne de l'accompagnement avec un système de labellisation, c'est-à-dire que pour savoir qui fait quoi et où. L'idée, c'est pouvoir répondre sur n'importe quel territoire de Bretagne à la moindre question des associations. Donc, un espace d'information, des permanences régulières pour répondre aux questions. On a créé une carte des acteurs d'accompagnement que vous verrez qui accompagne les initiatives aujourd'hui en Bretagne. C'est un gros travail de repérage. Et puis là, on va lancer, enfin c'est déjà commencé, une labellisation autant pour les collectivités que pour les associations, pour savoir qui fait quoi et pour aider soutenir le monde associatif. Donc, il y a différentes modalités, différentes qualifications de l'accompagnement. Par exemple, il y a le guide orientation. Donc, c'est une organisation, collectivité ou association qui connaît les structures d'appui, qui peut orienter les assos. Un guide asso plutôt information qui délivre des informations de base et les fondamentaux de la vie associative. Un guide asso accompagnement généraliste qui accompagne les associations de façon transversale sur tous les sujets de la vie associative, accueille, évalue les besoins et propose des conseils et le suivi adopté. Et des guides asso plutôt spécialistes qui accompagnent les associations porteuses de projets sur un secteur d'activité particulier ou une thématique. Ça peut être soit le sport ou par exemple, je ne sais pas, le numérique. Voilà. Ce n'est pas encore grand public, la communication n'est pas encore faite pour tout le monde. Hein. C'est vraiment en cours. Donc, dans quelques jours, on va lancer une grande opération à Quintin, dans le Côte d'Armor, sur guide asso. Mais c'est un dispositif qui va prendre la hauteur, qui va grandir au fil des années. En 2024, on va communiquer de manière plus large, mais pour l'instant, on est vraiment en structuration. Merci. Alors, en sachant juste pour préciser là-dessus que c'est bien du coup une labellisation nationale. Ça a été une refonte de différents labels, donc ça veut dire que sur tous les territoires en France, on va retrouver ces guides asso du coup avec différents niveaux et il y a notamment quelques collectivités qui sont déjà impliquées plutôt sur des niveaux orientation ou information à l'heure actuelle. Enfin, voilà, c'est en train de se faire, mais il y a des collectivités qui ont déjà fait savoir qu'elles voulaient aussi recevoir le label par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au dernier exemple que Gwendoline va nous présenter? Non, ça va l'air d'être assez clair. On poursuit. Et si je ne me trompe pas, du coup, Gwendoline, c'est toi qui nous parles de l'exemple de Guingamp-Papeole agglomération? Ouais, alors c'est vrai que là, on n'a peut-être pas... Si, il y a aussi quelques EPCI. Donc voilà, c'est juste pour... donc moi, j'ai accompagné Guingamp-Papeole agglomération donc, de 2019 à 2022, qui était du coup une très jeune agglomération très grande, parce que du coup, c'est 57 communes, donc c'est un grand territoire et qui a eu envie, en tous les cas, de travailler sur la vie associative à l'échelle du territoire, sur tous les domaines. Parce que c'est vrai qu'un des constats qu'on fait, c'est que souvent, les associations se connaissent entre elles, mais pas par secteur d'activité. Les associations sportives vont se connaître un peu, les associations culturelles, les associations de solidarité internationale, mais que finalement, entre secteurs d'activité, elles ne se connaissent pas tant que ça. Et voilà, il y avait cette envie de se dire, bon, voilà, comment on peut soutenir la vie associative. Bon, il y avait déjà des subventions qui étaient déjà là, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour que le soutien ait aussi du sens par rapport aux besoins des associations. Donc voilà, la mobilisation, elle s'est d'abord faite, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, autour d'un objet concret, d'abord avec un événement fédérateur où il y a eu des rencontres de la vie associative d'organiser, qui ont permis aussi de faire l'interconnaissance et notamment de mettre en valeur les ressources du territoire. Parce que souvent, peut-être c'était sur la commune d'à côté, mais finalement, il y avait une association qui faisait des fiches de paie. Mais finalement, très peu d'associations le savaient, alors que c'est un service qui peut être vraiment utile pour certaines associations parce que ça décharge aussi. Donc voilà, un événement déjà pour mieux savoir qui fait quoi sur le territoire. Et aussi l'idée de travailler sur une charte d'engagement réciproque. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, cette charte d'engagement réciproque. Qui existe dans plusieurs collectivités, qui existe aussi à l'échelle nationale entre le mouvement associatif national, parce que du coup, les mouvements associatifs, on en trouve un aussi par région, et il y a un mouvement associatif national, avec du coup l'Association des maires de France et les services de l'État, qui permet de poser les relations qu'on veut. Donc nous, on en a une, le mouvement associatif avec le conseil régional, mais on accompagne aussi les collectivités
à construire ces chartes sur les territoires qui permettent vraiment de poser comment est-ce que nous, collectivités, on a envie de travailler avec les associations. Pas forcément de dire sur quoi, mais sur le comment. Et en fait, ça pose vraiment les bases des relations. Et des principes communs. Donc, on a travaillé là-dessus. Voilà, c'est des chartes qui sont évolutives aussi. Là, l'idée au niveau de Guingamp par rapport à l'agglomération, c'était aussi de se dire, voilà, on pose ça à l'échelle de l'agglomération parce qu'on veut faire du lien sur cette nouvelle agglomération voilà, de créer de l'émulation. Et ça peut aussi inspirer les communes de l'agglomération à travailler leurs relations avec les associations. Donc voilà, donc la première année, on a travaillé ça. En 2020, en pleine période Covid, il y a eu du coup un gros diagnostic de la vie associative aussi de fait, de quels sont les besoins d'associations sur le territoire et d'aller comparer que peut-être les associations de Paimpol et de Calac, ils n'ont vraiment pas les mêmes besoins. Et en effet, ça s'est confirmé. Et que les difficultés qu'elles vivaient en fonction d'où étaient dans le territoire, ce n'était pas les mêmes. Et là, du coup, de mettre en avant aussi les ressources du territoire. Et en 2021, on a expérimenté des formations qui réunissaient des agents de la collectivité, des élus, des salariés associatifs et des bénévoles associatifs pour aller, voilà, réfléchir à finalement, comment est-ce qu'on va l'organiser, la vie associative sur le territoire, qui est en capacité de répondre à quoi sur les besoins qu'on a identifiés et d'aller imaginer voilà, des solutions collectives. De ça ont émergé des choses très concrètes. Aujourd'hui, il y a notamment une newsletter qui part du service vie associative de l'agglomération à l'ensemble des associations. Ça a aussi permis de consolider une base de données des 3-4 000 associations du territoire et où finalement tout le monde reçoit la même information sur des appels à projets, des enquêtes en cours, des événements, des formations qui ont lieu sur le territoire. Voilà. Et ça a permis, voilà, ce qu'on disait, d'organiser la vie associative. Et là, par exemple, Guy Dassault arrive sur ce territoire. Et c'est facile, en fait, finalement, puisque les acteurs ressources se connaissent déjà et ils savent voilà, qui est compétent sur quoi. Et voilà, en fait, ils savent très bien. Là, si je prends, par exemple, une des MJC qui est sur le territoire, elle sait très bien qui est compétent sur quoi à Paimpol, à Calac, partout sur le territoire. Donc, c'est très facile d'orienter. Et donc, voilà, ça a permis, en tous les cas, de structurer l'accompagnement à la vie associative sur le territoire. Et sur 2022, voilà, il y a eu des propositions qui ont été priorisées pour les mettre en œuvre, avec voilà, aussi des idées d'avoir des annuaires ou des cartographies des associations. Ça, c'est des choses qui reviennent assez souvent, parce que les associations, ce que je disais, ne se connaissent pas, mais souvent, peu importe la nature de l'activité de l'association, elles ont souvent les mêmes problématiques qui reviennent sur des questions de renouvellement des gouvernances, sur des questions de financement, parce qu'elles passent beaucoup, beaucoup de temps à chercher des financements au détriment de l'activité qu'elles proposent, peu importe, qu'elle soit sportive, culturelle, sur de la jeunesse, de l'enfance, de l'environnement. Voilà, on est clairement sur des problématiques similaires. Et du coup, 2022 et 2023 aussi, là, ça se poursuit. Il y a eu voilà, un partage avec les communes et d'aller aussi recenser l'agglomération à ce rôle-là aussi, d'aller recenser les besoins des communes sur voilà, quelles difficultés vous avez quand vous accompagnez les associations. Et voilà, on est aussi dans un contexte de sobriété énergétique. Donc, je crois, voilà, sur les questions de mutualisation, aujourd'hui, on sent bien que c'est un enjeu qui est très important parce qu'il y a besoin d'optimiser les ressources de la collectivité, clairement, sur les locaux notamment. C'est une difficulté pour les associations, mais ça devient aussi une sacrée difficulté pour les collectivités. Donc, c'est aussi de se dire, voilà, sur des sujets comme les locaux, comment est-ce qu'on peut réfléchir collectivement pour les optimiser? Parce qu'il y a peut-être une ou deux associations qui utilisent les locaux par habitude, en fait, depuis des années, mais que finalement, elles l'utilisent qu'une toute partie du temps sur la semaine, et peut-être que ça permettrait à d'autres associations de proposer des nouvelles activités en ouvrant. Donc voilà, c'est des choses qui sont en train de se structurer. Mais voilà, de partir d'un exemple précis, ça montre aussi, voilà, nous, l'outil de charte d'engagement réciproque, juste pour finir là-dessus, on trouve que c'est un outil qui permet aussi de travailler la confiance. Aujourd'hui, on est dans un contexte, notamment avec le contrat d'engagement républicain, que toutes les associations doivent signer pour avoir accès notamment à des subventions ou à un agrément. On est plutôt dans un contexte de défiance qui est voilà,
une obligation de l'État qui est demandée sur le contrat d'engagement républicain, qui peut remettre en cause la liberté associative. Donc, voilà, nous, on prône plutôt les chartes d'engagement réciproques qui permettent vraiment de travailler le lien de confiance entre collectivités et associations. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions précises sur cet exemple-là. Et peut-être juste pour faire un écho avec tout à l'heure sur la… Mais tu peux mettre la prochaine, du coup, Floriane. Là, l'idée, on était plutôt dans une démarche de participation qui a duré 4 ans. On ne pensait pas, mais on avançait aussi. On s'est donné le droit à l'erreur. Il y a eu des erreurs aussi dans cette démarche-là. Mais on était plutôt dans une démarche de co-construction de la politique de soutien à la vie associative. Et peut-être là, c'est sur quelques éléments qui ont fait que… Des éléments à retenir aussi qui ont fait que ça a marché ou qu'une politique de soutien à la vie associative, il y a cet exemple-là, mais on accompagne aussi d'autres territoires. Nous, on voit que sur, déjà d'avoir un élu vie associative, ça permet de travailler à la transversalité au sein de la collectivité et que souvent, quand il y a des tandems élus vie associative agents, ça permet d'avoir une pluralité des regards et de mobiliser aussi bien les collègues agents que les collègues élus. Parce que la vie associative est transversale, parce qu'elle va, c'est ce que je disais, concerner le sport, la culture, l'enfance, la jeunesse, le vieillissement. Nous, on a les formations, comme ce que vous faites aujourd'hui, permet aussi d'avoir une meilleure compréhension du monde associatif. Nous, on travaille également avec l'ARIC, l'Association régionale d'information des collectivités, où on propose des formations aussi aux élus, sur les spécificités associatives. Nous, on conseille aussi, alors ça dépend, mais dans le cadre du CNFPT, il y a notamment pas mal de formations qui sont proposées aux agents sur de la facilitation de groupe, les démarches participatives, l'intelligence collective. Nous, on conseille vraiment aux agents de se former sur ces questions-là parce que du coup, ça facilite aussi le lien, d'avoir des méthodes participatives aussi là-dessus. Un des travails, c'est aussi souvent des questionnements d'élus et d'agents de comment est-ce qu'on amène de l'équité, pas forcément de l'égalité, mais de l'équité dans nos critères de subvention ou d'attribution des locaux. On sait que c'est des gros sujets pour les collectivités et c'est des travails de longue haleine, mais en tous les cas, peut-être à des moments dans votre réflexion, d'associer les associations à ces réflexions-là aussi. Ça passe mieux aussi, parce qu'on quand c'est expliqué en disant nous, on a un souci d'équité et c'est pas parce que telle association, depuis 15 ans, on lui donne 3 000 € et qu'elle n'en fait pas grand-chose, oui, on remet ça en question. Et c'est important pour que telle nouvelle association elle puisse avoir des subventions. Quand c'est expliqué, en général, les associations comprennent bien. Et les chartes d'engagement réciproques, notamment pour travailler cette relation de confiance entre associations et collectivités. Voilà. Merci Gwendoline, merci Yannick. J'ai vu une main se lever tout à l'heure. Oui, on va y venir. Je crois qu'il y avait Madame Jessica Valois qui avait levé la main et puis peut-être après du coup la question de Jessica Valois. N'hésitez pas si vous avez vous aussi des exemples concrets à nous donner, des choses qui ont été mises en place pour qu'on puisse pendant les 5-10 minutes restantes échanger là-dessus. Alors allez-y Madame Jessica Valois. Oui, je reviens sur la charte d'engagement. Est-ce que c'est un modèle que vous avez créé entièrement ou vous aviez une trame, il y a une trame, on va dire, légale? Alors, il y a des trames. Il en existe plusieurs depuis longtemps. Je crois qu'une des premières collectivités, ça a été la ville de Rennes, qui a travaillé sur sa charte d'engagement réciproque depuis 2005, qui viennent de la retravailler là, en 2022. Alors, il y a des modèles. Nous, sur nos sites, on en a plusieurs. On en a une, nous, avec le conseil régional. C'est vrai que nous, là, celle de Guingamp-Paimpol Agglomération, elle est volontairement courte. Parce qu'il y a eu aussi une idée de se dire il faut que ce soit facilement appropriable par l'ensemble des acteurs. On est sur un gros territoire et on préfère aller prendre le temps de discuter des termes et d'avoir quelque chose de synthétique que d'avoir 15 pages qui restent dans un placard. Voilà. Donc du coup, mais après, oui, elle est appropriable. L'idée, c'est qu'elle soit… là, je suis en train d'en travailler une autre. On est là-dessus sur le territoire de Lamballe. Et il y a vraiment une fierté du territoire et il y a vraiment une reconnaissance aussi bien des élus, des associations, de se dire on est sur ce territoire-là aussi parce qu'il est dynamique grâce à ces associations qui va ressortir très, très fortement dans la charte, qui n'est peut-être pas forcément si fort que ça dans celle de Guingamp. Mais voilà, en fait, chacun y met un peu ce qu'il veut, mais bien sûr, il faut s'inspirer de ce qui existe. Nous, on a plusieurs modèles là-dessus. Ouais.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a des modèles accessibles en ligne Ouais, nous, sur notre site, faudrait qu'on remette. Je sais plus c'est dans ce qu'on a mis dans les ressources exactement, mais on a tout un article sur les chartes d'engagement réciproque où il y a des modèles, justement. Ouais. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des personnes qui souhaitent nous donner des exemples de ce qui a pu être porté sur leur territoire? Alors, Sandra Talur. On vous écoute. Oui, merci. On vous entend pas très bien. Vous m'entendez bien? Nous, on avait une question sur les marchés publics. C'est mieux là? Oui. Un peu mieux, oui. Ça coupe un peu, mais allez-y. On vous entend pas, non. Allez-y. J'essaie de monter le son. Ah si, c'est mieux là. C'est mieux là? Désolée. Du coup, on avait une question sur la commande publique et la capacité des associations pour répondre à des marchés publics, à des dossiers de consultation, puisque à partir d'un certain montant, alors on a plus parlé de subventions pour être en coopération avec les associations. Nous, c'est vrai qu'on avait un projet où on travaille avec les associations plus en termes de prestations. Enfin, ce sont des prestataires pour nous sur certains sujets et du coup, c'est encadré par la commande publique. Et on se demande quelles sont leurs capacités à répondre à des consultations et comment ça se passe et est-ce qu'il y a concurrence avec des entreprises aussi privées? Par exemple, des entreprises d'insertion, si on part sur des marchés qui sont réservés à de l'insertion? Sur les entreprises d'insertion font partie de l'économie sociale et solidaire. Donc là, on sort un peu de la partie associative, mais en tout cas, sur la commande publique, on a eu un webinaire l'année dernière. On en a un là encore ce mois-ci dédié au sujet de la commande publique et comment les acteurs de l'ESS, c'est pas dédié aux associations, mais comment les acteurs de l'économie sociale et solidaire peuvent être justement un atout pour travailler avec les collectivités dans ce cadre-là. Sur la partie association en tant que telle, je ne sais pas si Gwendoline ou Yannick, vous avez des choses à ajouter là-dessus. Peut-être sur la question de la capacité, j'ai envie de dire, c'est sûr que ce n'est pas une association 100% bénévole qui va aller répondre à une commande publique. Enfin, voilà, ça paraît logique. Une association qui répond à une commande publique, elle a forcément des salariés et ça nécessite en effet des compétences de montage de projet. Mais oui, il y a beaucoup d'associations qui répondent à des commandes publiques en fait, et elles en ont les capacités. Mais voilà, ça ne sera pas des associations 100% bénévoles, c'est sûr, ce sera des associations avec des salariés. Mais oui, bien sûr, elles en ont les capacités. C'est ça, ça va dépendre vraiment de chaque structure, chaque association, mais en tout cas, c'est possible. Et si vraiment vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à participer au webinaire du 27 juin, parce que ça sera vraiment le sujet dédié qui est les enjeux environnementaux dans la commande publique. On a un replay l'an dernier sur également les achats socialement, écologiquement responsables. Donc voilà, c'est un sujet aussi sur lesquels on est mobilisé. Je vois l'heure qui tourne, il reste une petite question. Est-ce que Madame Lucas souhaite nous poser sa question? C'était pas une question, vous parliez des exemples déjà mis en place sur votre territoire. Oui. Nous, cette année, on a mis en place un forum du bénévolat, puisque j'imagine que ça doit se faire aussi ailleurs, hein, puisque comme dans beaucoup d'associations, on constate un vieillissement, etc. Donc, on cherche des façons de pouvoir renouveler les personnes qui ont envie de s'engager. Alors, l'évaluation était moyennement bonne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les associations ont recruté de façon massive, mais par contre, ce qui était intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure, Gwendoline, c'était par rapport aux connaissances mutuelles.
en fait. Ça a permis à plusieurs associations qui ont moins le temps de le faire pendant le forum des associations, parce que pendant le forum des associations, là, le public est très, très massif. Et du coup, ils sont centrés sur leurs activités ou leurs propositions. Mais en tout cas, au forum du bénévolat, ça leur a permis de se rencontrer. Voilà, ça, c'était intéressant. Merci pour ce partage d'expérience. Là-dessus, je veux juste rebondir, excuse-moi Floriane, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, on voit de collectivités qui mettent en place parfois des bourses du bénévolat, parce qu'on voit bien, la réalité, c'est qu'il y a aussi depuis le Covid moins de bénévoles et du coup des événements qui ne se font plus par manque de bénévoles. Donc ça arrive que les collectivités facilitent le lien entre assos. Il y a des assos aussi qui se regroupent parfois pour pouvoir que les événements se passent quand même. Et l'échange de bénévoles entre assos marche assez bien aussi sur les forums du bénévolat. Mais voilà, je sais notamment que la commune d'Illion, je crois que vous êtes sur Saint-Brieuc, hein, Madame Lucas, ou pas loin, c'est ça? Voilà, la commune d'Illion a mis en place sur son site un petit formulaire justement pour que les habitants puissent donner de leur temps voilà, sur soit un événement très ponctuel où ils cherchent à s'engager mais ils ne savent pas trop où. Donc là, je crois que c'est la collectivité qui porte. Mais voilà, il y a des petites choses à faire, en effet, pour soutenir le bénévolat sur le territoire. Et ça se fait de plus en plus, quoi. Voilà. Merci Gwendoline pour ces compléments. On va poursuivre sur les ressources du coup à disposition que vous pouvez retrouver sur nos sites. En attendant, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main. Gwendoline, sur les ressources du mouvement associatif de Bretagne, il me semble que c'est toi qui prends la parole là-dessus. Ton micro, Gwendoline. On vous a remis des ressources, mais je pense que du coup, on va falloir qu'on les complète. Moi, j'ai noté aussi là ce qu'on s'est dit. Donc, du coup, c'est des petites vignettes qui sont cliquables dans le PowerPoint. Donc, on vous a remis les chiffres sur l'Observatoire de la vie associative avec les données par EPCI, où il y a notamment pas mal de cartes qui permettent de comparer les EPCI entre eux. Donc, c'est assez intéressant. On vous a remis le lien sur le site qui recense les formations pour les bénévoles. Un article aussi sur Guidasso, si vous êtes intéressé aussi, vous, par la démarche, pour en savoir un petit peu plus. Là, c'est un outil qu'on avait construit voilà, avec mes collègues des autres régions, où il y a un petit quiz pour aller vérifier, c'était dans le cadre du plaidoyer sur les élections municipales, pour aller vérifier si votre collectivité est asso compatible. Donc voilà, il y a un petit quiz qui est intéressant à aller regarder. Et il y a un kit asso de l'élu. Mais du coup, je pense que voilà, on va peut-être compléter au regard de ce qu'on s'est dit. Là, moi, j'ai noté, on va peut-être juste compléter cette vignette-là. Et après, on diffuse aussi une newsletter sur les actualités de la vie associative en Bretagne, avec des événements, des infos, des enquêtes, parfois nationales, parfois locales. Là, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais par exemple, il y a un nouveau dispositif du Conseil régional pour soutenir l'engagement des bénévoles avec l'idée d'avoir un soutien sur, il me semble, c'est les 1000 premiers responsables associatifs nouvellement engagés en 2022 et 2023 peuvent candidater pour recevoir un bon sur TER Bresgo. Donc voilà, ça c'est un dispositif de soutien du Conseil régional qui vient de sortir. Donc voilà, là on vient de diffuser ça. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi. C'est ouvert voilà, à tout le monde. Et je te laisse Floriane pour compléter. Plutôt sur la partie ressources du coup de la CRES, il y a plusieurs publications qui sont disponibles sur notre site internet. Vous avez le lien qui est ici. Avec notamment une publication que certaines ont peut-être déjà vue qui s'appelle ce que l'économie sociale et solidaire apporte au territoire. On y présente une centaine d'innovations et acteurs ressources par secteur, ce qui vous permet du coup, en fonction des secteurs identifiés, de savoir quels sont un petit peu les grands acteurs ressources sur le territoire et puis des exemples concrets de ce qui se sont mis en place sur le territoire breton. Un mémo, voilà, structuration de l'ESS en Bretagne, des data ESS, pareil, qui reprennent des chiffres clés sur la Bretagne, à l'échelle des départements, à l'échelle des EPCI. Voilà, en cliquant dessus, vous allez avoir les différentes possibilités pour aller voir les chiffres en fonction du coup peut-être des EPCI concernés.
un petit livret b.a.-ba de l'ESS qui présente, voilà, c'est quoi concrètement l'ESS, le réseau des acteurs de l'ESS, et puis plus globalement sur cette page, vous y retrouvez aussi, on parlait tout à l'heure de SIEG, on a la plaquette sur le SIEG, en fait on a tous les outils qui ont été créés à destination des collectivités pour s'acculturer à l'ESS avec des thématiques parfois bien spécifiques. On a une circule-lettre, une newsletter dédiée à l'économie circulaire, sociale et solidaire, qui est éditée une fois par trimestre. Donc, c'est pareil, si vous souhaitez recevoir les informations, n'hésitez pas à vous inscrire à cette circulettre. Dans la même veine, sont organisés des circulaires, des webinaires d'1 heure pour décrypter l'économie circulaire. Là, on est vraiment sur une spécificité de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire l'économie circulaire. Ce sont les collègues donc, qui travaillent sur ce champ-là qui organisent des circulaires. Le prochain aura lieu le 12 septembre de 9h à 10h, puisque le dernier a eu lieu cette semaine, avait lieu mardi. Et donc, du coup, le thème, ça sera sur le réemploi des matériaux. La thématique va être un petit peu affinée, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. Ce sont des webinaires d'1 heure qui ont lieu de 9h à 10h. Et donc, du coup, il y en a 3-4 qui sont organisés par an. L'avantage, c'est que du coup, c'est condensé et ça permet quand même d'avoir pas mal d'informations sur un temps dédié. Ensuite, on a des webinaires qui sont co-construits comme aujourd'hui, donc avec le CNFPT, le RTES. Et donc, du coup, je vous parlais tout à l'heure du webinaire dédié aux enjeux environnementaux dans la commande publique qui a lieu le 27 juin. Il est encore possible de s'inscrire. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par le sujet. En novembre, le 3e webinaire qui portera sur l'ESS comme levier de développement local dans les territoires ruraux. Il est possible de s'inscrire, là pour le coup, vous avez encore largement le temps. Plus globalement, vous retrouverez les comptes rendus et replays de ces 3 webinaires qui ont lieu en 2023 sur notre site internet. Je vous ai remis le lien. Et si je vais peut-être rajouter aussi, moi de mon côté, la page YouTube qui présente les webinaires de l'an dernier, puisque du coup, on a eu un webinaire sur les tiers-lieux, on a eu un webinaire sur la commande publique, il y a eu un webinaire sur l'économie sociale et solidaire comme outil de transversalité dans les collectivités. Donc voilà, je vais rajouter, ça vous permettra d'aller voir un petit peu les webinaires de l'an dernier. Et puis une dernière info, vous dire qu'il existe depuis peu un club d'élus engagés dans l'économie sociale et solidaire en Bretagne. Donc vous pouvez aussi en parler à vos élus. C'est un club d'élus qui est impulsé par la région Bretagne en partenariat avec le département d'Ille-et-Vilaine. Mais c'est vraiment ouvert à tout le territoire breton. Donc du coup, il propose des rencontres soit en distanciel, soit en présentiel. Les prochaines auront lieu en présentiel. Avec l'objectif principal de se rencontrer entre élus de collectivités qui souhaitent construire des politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Prochaine date, le 13 juillet à Redon, et une prochaine date, le 9 novembre dans le Finistère. Donc voilà, c'est possible que vous en parliez à vos élus pour qu'ils puissent du coup rejoindre ce club d'élus qui existe depuis à peu près 1 an. Il y a eu une rencontre en juin l'année dernière, une rencontre en mai cette année. Et donc là, du coup, il y a plusieurs rencontres qui vont se mettre en place. Je vois qu'il y a déjà des petites questions, des petits départs, des personnes qui sont en train de partir. Donc, je vous propose tout de suite le petit bilan avec le sondage qui va apparaître dans une fenêtre là, pop-up. Je suis en train en même temps de regarder les commentaires, voir s'il y a des choses à compléter. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour remplir le questionnaire de bilan.